La séparation, ça nous fait mal à nous, ça réveille plein de blessures, on peut avoir honte, on peut se sentir abandonné, on peut se sentir trahi, on peut se sentir rejeté. On met parfois beaucoup de temps à se remettre d'une séparation et ça fait mal et ça peut faire mal aux autres. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé, à votre sexualité. Le mardi, on parle du couple dans cette émission. Le mardi, mon invité s'appelle Isabelle Jordan. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci pour votre invitation. Merci d'être venu avec votre vélo. Vous êtes médiateur familial et coach de couple. Alors c'est quoi un médiateur familial ? Alors, un médiateur familial, c'est quelqu'un qui s'occupe des familles à des moments où il y a des conflits en tout cas. Alors ça concerne un peu tout le monde. Tous les systèmes familiaux, on va dire. Donc on fait de la médiation familiale très souvent. Ce qui est le plus connu, c'est au moment des séparations, quand on a des conflits et qu'on va recevoir les couples pour décider avec eux des conséquences pratiques de leur séparation. Donc c'est une alternative au système judiciaire. C'est plus doux, c'est plus respectueux, c'est pas forcément plus simple, mais en tout cas c'est moins conflictuel. Donc ça c'est une des grandes applications de la médiation familiale. Mais on peut faire des choses tout à fait différentes. On fait de la médiation entre des parents et des ados. On peut faire des médiations entre des grands-parents et des parents quand les grands-parents ne voient plus leurs petits-enfants, par exemple. Et moi, je fais par exemple quelque chose qui est lié à mon passé. Je fais beaucoup de médiation familiale auprès d'associés dans des entreprises familiales. Parce qu'il y a aussi, quand vous êtes frères et sœurs et que vous avez hérité d'une entreprise... Ou mari et femme. Ou mari et femme, exactement. Parce qu'il y a quand même des couples qui travaillent ensemble. Absolument, on va en parler. Ou cousins, ou ce que vous voulez. Ou père et fils, on en a aussi. On peut travailler en médiation familiale aussi sur ces sujets-là. Vrai sujet. En fait, la médiation familiale, c'est d'essayer de démêler... Mais vous êtes une conciliatrice ? Alors la conciliation, c'est pas du tout pareil. Les conciliateurs, c'est le mot concilier en fait qui est commun, mais les conciliateurs, c'est des auxiliaires de justice qui ont eu une journée de formation à l'école de la magistrature et qui sont dans l'environnement. Oui, c'est pas pareil. Oui, mais effectivement. Oui. Et qui ont un rôle. Ils ont un rôle à jouer quand même. Hein. Ils ont le même rôle d'une certaine façon. C'est-à-dire que leur vocation, c'est aussi d'essayer d'éviter les conflits et d'essayer de désencombrer le système judiciaire. Mais c'est pas du tout le même processus. C'est pour éviter qu'on aille à la procédure. Exactement. Et c'est pas la même chose que la négociation non plus, la médiation. Alors c'est pas très loin parce que... Il faut négocier peut-être aussi quand même. En fait, une médiation se termine généralement par une négociation. En revanche, on peut avoir des négociations sans médiation. Et en général, d'ailleurs, c'est pas très facile. Mais la médiation se termine généralement par une négociation. Donc c'est assez proche, mais il y a un ordre, on va dire. Il y a un ordre. Si on veut arriver à une bonne négociation précédée d'un gros conflit, il vaut mieux faire d'abord une médiation pour terminer par la négociation. Et vous publiez donc 10 recettes pour éviter de se séparer, tous les ingrédients secrets d'une relation épanouie chez Marabout. Parce que des conflits dans le couple, il peut y en avoir beaucoup, et il y a effectivement une des recettes qui concerne la sortie, on va dire, la vraie sortie du conflit. Hein, parce qu'il y a des conflits qui, malheureusement, ne se résolvent pas, et là, malheureusement, c'est la cata. 10 recettes donc pour éviter de se séparer, parce qu'une séparation, ça fait mal. Ça fait très mal. Puis en plus, la séparation a souvent des dommages collatéraux. C'est-à-dire que si encore on était deux, mais en général, il y a des dommages collatéraux dans les séparations. Pas toujours, mais on pense à nos enfants. Parfois, c'est même pas nos enfants, c'est nos parents qui sont complètement dévastés par les séparations de leurs enfants. Enfin, on est dans un système. Donc la séparation, ça nous fait mal à nous, bien sûr, puisque ça réveille pas mal de sujets. Ça peut être vécu comme un échec, quand même. Oui, ça réveille plein de blessures. On peut avoir honte, on peut se sentir abandonné, on peut se sentir trahi, on peut se sentir rejeté. Enfin, la liste est très très longue. Hein. On met parfois beaucoup de temps à se remettre d'une séparation pour ces raisons précises, justement. Hein. Mais ça fait mal. Voilà, ça fait mal et ça peut faire mal aux autres. Un livre que vous dédiez à Agatha Christie. Donc, je ne connaissais pas cette histoire. Elle est merveilleuse. Non, je ne la connaissais pas, cette histoire d'Agatha Christie, qui avait refusé beaucoup de prétendants jusqu'à en trouve un.
Agatha Christie, en fait, elle a une vie amoureuse absolument géniale parce que c'est aussi elle qu'on connaît, on la connaît plus pour cette citation, qui a dit, en parlant de son mari qui était archéologue, je vous conseille d'épouser un archéologue parce que plus vous vieillissez, plus il est amoureux puisqu'il adore les vieilles choses, les vieilleries. En l'occurrence, ça n'a pas été son cas. C'est la même oui, qui a dit ça. Mais en l'occurrence, le mari d'Agatha Christie, ça n'a pas été son cas. Monsieur Christie, parce qu'elle s'appelle Agatha Christie à cause de Monsieur Christie, c'est effectivement son premier mari. Et l'histoire, je la cite dans l'introduction pour expliquer que on peut avoir comme stratégie pour éviter de se séparer quelque chose d'assez simple. Ça paraît assez intelligent sur le papier, qui est de bien choisir son conjoint, de pas se précipiter, de prendre son temps, de bien le choisir. Alors c'est ce qu'elle a fait, elle, c'est-à-dire que elle était apparemment ravissante, c'était une ravissante jeune fille, et elle a refusé 9 fiancés. Donc il y en a 9 qui ont eu le courage d'aller demander sa main à son père, j'imagine, à l'époque, un peu à elle aussi, et elle a dit non 9 fois. Et puis, il y en a un qui a été beaucoup plus malin que les autres, donc qui est Monsieur Christie, qui était pilote, et c'était pendant la guerre de 14-18. Donc, il est revenu en permission pour Noël. Et là, l'urgence de la guerre, sans doute, a fait que toutes les heures, alors je ne sais pas si c'est le 24 ou le 23 décembre, mais enfin, toutes les heures, il est venu la demander en mariage. Elle a fini par craquer. Le soir, elle a dit oui. Donc, le lendemain, ils étaient à l'église pour se marier. Et finalement, non, il est parti avec une autre. Donc, alors elle a fait un truc hallucinant, que je cite dans le bouquin. Elle était dévastée et elle a vraiment fait une fugue. Elle a fugué, c'est-à-dire personne ne savait où elle était. Elle a fugué dans un hôtel sous le nom de la maîtresse de son mari. Je ne sais pas ce qu'elle est allée régler et comment elle l'a réglé. À la fois puéril et efficace. C'est fantastique. C'est pour ça que l'histoire est connue, en fait, parce que c'est vrai que ça circule dans la biographie d'Agatha Christie, parce que ce geste d'aller à l'hôtel sous le nom de la maîtresse de son mari, c'est juste absolument extraordinaire. Je ne sais pas de qui elle se vengeait, finalement. Ou alors elle voulait se faire du mal. Ouais, je sais pas. Vous voulez se punir. Malheureusement, on peut pas lui demander. Non, mais c'est trop tard. C'est assez extraordinaire, en tout cas. Bon, alors 10 recettes, d'où ces recettes viennent-elles ? Alors, en fait, il y a 10 recettes. C'est pas vous qui les avez inventées. Non, hein. Vous les avez corrigées, vous les avez testées, vous les avez améliorées, mais elles viennent pas de vous. Sauf la 10e. Donc, 9 recettes, c'est ce qu'on appelle de la vulgarisation, c'est-à-dire c'est transmettre, c'est dire d'une façon intelligible, facile à comprendre, ce que tous les grands spécialistes qui se sont penchés sur le couple ont formulé, on va dire, comme théorie, comme vue théorique sur le couple. Donc ça, c'est les 9 chapitres, c'est 9 recettes. C'est pas des recettes simplistes, attention. Hein. Enfin, non, elles sont... Alors, c'est ce qu'on m'a dit. Elles sont pas simplistes parce que d'abord, je dis qu'on les connaît pas toutes et c'est pas ce qu'on retrouve d'habitude dans les livres de coaching amoureux. Hein, je suis désolé. Donc c'est pour ça qu'elles sont pas simplistes. Hein, donc voilà. Non, parce que pour moi, c'était des vraies découvertes quand j'ai découvert en fait ces théories et j'avais envie de les partager parce que je crois qu'aujourd'hui le couple c'est un sujet super difficile. On est ambigu dans le couple parce qu'à la fois tout le monde en rêve, ceux qui sont en couple se plaignent, ceux qui sont pas en couple sont sur les applis pour être en couple. Donc on a l'impression que où sont les gens heureux en couple? C'est-à-dire qu'on les interroge pas parce que ça intéresse tout le monde, mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont heureux en couple et qui s'aiment et c'est la grande majorité et qui sont là ensemble depuis tellement longtemps et qui font l'amour. Non mais on n'en parle pas d'eux parce que ça intéresse personne. Oui, tout à fait. Et puis parce que ça paraît tellement simple que oui, on n'en parle pas. Je suis d'accord avec vous. On dit ils sont plan-plan. Mais non. Non, c'est sûrement du boulot pour eux aussi. Et ils ont fait le boulot d'une façon spontanée. Ils ont inventé finalement les 10 recettes. Hein. Et d'ailleurs, il y en a bien plus que 10. Hein. Il faut être, D'accord, vous êtes limité à 10, c'est déjà pas mal. Il faut être modeste. Alors, donc, je vous disais, les 9 premiers chapitres, c'est des recettes qui sont... le résultat d'études, le résultat de théories qui parfois sont très anciennes. Je pourrais vous donner des exemples. Et la 10e, j'avoue que c'est un peu mon point de vue sur la question. Doser les gros poisons du couple. Oui, voilà. Celle-ci, c'est le résultat de mes observations. C'est assez personnel, en fait, comme chapitre. C'est un peu du bon sens aussi. C'est la dose qui fait le poison. Hein. Voilà. Alors quels sont les poisons du couple? Alors, il y en a 5 de mémoire. Oui, absolument. Bravo. Vous avez une mémoire formidable. Alors, il y en a 5. On peut discuter, c'est discutable. Mais ça m'a paru être les 5 qui étaient... les têtes de pont dont découlaient les autres.
Parce que par exemple, quelqu'un m'a dit tu parles pas de la jalousie. Mais non, je parle pas de la jalousie en tant que telle, mais je pense que la jalousie résulte des 5 autres poisons. Alors, je vais les dire, je vais vous les donner dans le désordre, mais il y a le jugement. Ça, je crois que c'est vraiment le pire poison qu'on puisse s'imposer dans un couple. Le jugement, la recherche de perfection, le contrôle. Vous allez m'aider parce que je m'en souviens. La perfection, le jugement, le contrôle, le sacrifice et la comparaison. Voilà, la comparaison qui est très très proche du jugement et le sacrifice qui en tant que tel est un poison. Alors celui-là, il n'est pas très connu, le sacrifice. Alors si, c'est un vrai poison. Non, il est connu à cause de la phrase qui illustre ce sacrifice. Tout ce que j'ai fait pour toi. Ou avec tout ou vous, parce que souvent ça s'adresse à l'ensemble de la famille, parce que les enfants sont inclus, après tout ce que j'ai fait pour vous. Voilà, absolument. Alors ce que j'explique, en fait, pourquoi le sacrifice est un poison, parce que le sacrifice, il a une très bonne apparence, il a tout un passé, il a tout un passé, on voit ça dans l'anthropologie, on voit ça dans pas mal de religions. Il a un passé qui le rend, c'est presque le sacrifice, c'est les portes du paradis. Si je me sacrifie, je vais aller au paradis, en gros. Alors le problème, c'est qu'il y a une grosse imposture derrière le sacrifice pour plusieurs raisons. D'abord, si je me sacrifie pour vous, vous m'avez rien demandé. Donc c'est une décision que je vais prendre. Oui, mais la personne n'en est pas convaincue. Mais surtout, qu'on l'a rien demandé, c'est parce que personne ne lui a demandé, mais elle pense qu'on lui a demandé. Oh, pas toujours. Non, pas toujours. Vous avez raison. Parfois, elle pense qu'on lui a demandé. Et qu'elle l'a fait parce que justement. Mais très souvent, on lui a rien demandé. Donc premier empêchement. Le deuxième empêchement, c'est que comme on lui a rien demandé, l'autre en face ou les autres en face, en fait, ils ont une dette, mais ils le savent pas. Parce que c'est la phrase avec tout ce que j'ai fait pour vous, mais nous, on ne savait pas qu'on avait accumulé cette dette depuis tant d'années, etc. Donc, c'est une grande imposture parce que, en général, la dette n'est jamais réglée, par définition, ou alors elle est réglée dans la douleur au moment des séparations. Ça, c'est le sacrifice, c'est le principal. C'est la principale causalité des gros conflits au moment des séparations. Parce qu'il y a des dettes invisibles. Donc là, cette idée de dette, elle vient de Bernard Prieur et Nicole Prieur qui ont fait un formidable bouquin là-dessus, sur toutes les dettes cachées, en fait. Alors à l'intérieur du couple, mais il n'y a pas qu'à l'intérieur du couple. Dans la famille, il y a beaucoup de dettes cachées et il y a beaucoup de sacrifices dans les familles. Donc le sacrifice, c'est un gros poison. Donc s'il y a un message à faire passer, c'est surtout éviter de vous sacrifier. Il n'y a rien à gagner. Alors quelles sont les 10 recettes pour éviter de se séparer? C'est la question que je vais poser à mon invité ce matin, Isabelle Jourdan, qui publie justement un livre sur le sujet chez Marabout. Maître Serran, qui est avec nous sur Beurre FM tous les samedis, vous dira si vous voulez éviter de vous séparer, ne vous mariez pas. Ah ouais, c'est une possibilité. Donc effectivement, voilà, lui il résout le problème comme ça. Bon, j'ai appris qu'il y avait plus de célibataires en France que de gens mariés. Ça m'a surpris finalement. Ouais. Alors d'après l'INSEE, après, il y a peut-être des. Il y a plus de gens qui sont pas en couple que de gens qui sont. Alors il y a un phénomène démographique aussi, qui est en fait la courbe du couple, elle diminue à partir de 50 ans. Et comme on a une espérance de vie assez longue, c'est aussi pour ça que les personnes plutôt âgées sont plutôt seules en général. C'est un phénomène démographique, vous avez une espérance de vie qui est décalée entre les hommes et les femmes, mais pas que, puisque je vous dis, la courbe de la situation de couple, elle diminue à partir de 50 ans. D'accord. Donc c'est assez tôt. Et aujourd'hui, on n'a pas plus de célibataires dans les 20, 30 ans, 40 ans qu'avant? Si, un petit peu plus, c'est-à-dire que la mise en couple est un peu plus tardive aussi, absolument. Oui, absolument, pour toutes les raisons, pour toutes les raisons sociologiques qu'on connaît, de difficulté à trouver un job, l'employabilité des jeunes c'est difficile, le premier salaire qui n'est pas suffisamment élevé pour se payer un logement, etc., etc. Donc il y a des raisons sociologiques aussi. Alors 10 recettes, la première c'est la plus connue, bien regarder l'autre sous toutes les coutures, avec cette phrase au premier rendez-vous. Alors ça marche pour le rendez-vous, mais sur plein de choses. J'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours. Oui, elle vous fait bien rire celle-là. Bah oui, on l'a toute formulée celle-là. En tout cas, moi je l'ai formulée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est dingue. Ouais, c'est dingue. J'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours. Bah ouais. Alors ça signifie quoi? Ça signifie qu'on a un accrochage avec l'autre qui peut être totalement immédiat. On peut s'accrocher en 30 secondes. On peut accrocher, nos inconscients peuvent s'accrocher en 30 secondes, en 1 minute, en 1 heure, oui. Mais on ne connaît pas l'autre.
Donc ça c'est faux, on ne se connaît pas depuis toujours. Hein. Attends, non, on se connaît pas depuis toujours. C'est la grande illusion, vous dites. Oui, parce qu'il y a la deuxième phrase que vous n'avez pas citée, mais que j'aime beaucoup aussi. C'est il se passe je sais pas quoi. On avait un t-shirt de la même couleur. Ça c'est un signe. Ça c'est vraiment un signe. Bon, synchronicité. C'est ça, c'est la synchronicité. Aujourd'hui, on met tout sous le compte de la synchronicité. Oui. Mais en fait, la synchronicité, c'est une interprétation de la réalité. Donc, si j'ai envie d'en faire un signe, j'en fais un signe. Oui, pourquoi pas. Mais la première recette, elle dit que le premier ingrédient pour que ça marche, c'est de bien regarder l'autre. C'est-à-dire de ne pas se laisser embarquer dans des illusions. Alors, j'utilise un mot qui est un mot de psy, qui est projection. Mais c'est assez facile à comprendre, en fait, la projection. C'est tout ce que j'imagine sur l'autre qui ne provient que de mon imagination. L'autre, je projette sur l'autre ce qui vient de moi. Exactement. C'est ça ? Alors, ce qui vient de mes désirs, ce qui vient de mes croyances, ce qui vient de mes attentes, ce qui vient de mes besoins, ça peut venir de pas mal d'endroits. Hein. Mais qu'est-ce qui fait que l'autre y répond s'il y répond pas ? Parce qu'en fait, vous dites qu'on projette sur l'autre ce qui vient de nous. Oui. Mais si ça se trouve, l'autre n'a rien à voir avec nos désirs. Donc, c'est bien pour ça que ça peut éventuellement mal se terminer. Alors, c'est juste une illusion, c'est un enfumage. Exactement, c'est un enfumage. On a envie d'y croire, c'est ça. Exactement, voilà, exactement. Alors, l'autre traduction de ce phénomène, c'est la fameuse phrase de Beck BD que je cite souvent dans le livre, l'amour dure 3 ans, parce que c'est devenu presque une citation. Titre de son premier best-seller. Absolument, voilà. Qui n'était pas faux d'ailleurs. Bien sûr, non mais il y a une part de vérité dans ce qu'il dit. Alors, moi je vais le dire différemment, c'est-à-dire que je pense que les 3 ans, c'est le temps qu'il faut pour détruire ses projections. Pour Beck BD. Donc, soit vous, par exemple, vous serez peut-être plus rapide, peut-être qu'il vous faut 1 semaine, 1 an, 5 ou plus lent, 5 ans, mais c'est pas que l'amour dure 3 ans, c'est que il faut un certain temps pour voir l'autre tel qu'il est réellement. Alors là, il y a 2 solutions. Soit l'autre est terriblement décevant, et je vais arrêter l'affaire et je vais passer à quelqu'un d'autre. C'est ce que sous-entend le titre « L'amour dure 3 ans ». Soit, finalement, je vais m'adapter à cette nouvelle réalité que je vais découvrir et je vais redécouvrir l'autre tel qu'il est. Mais c'est pas si décevant, je vais faire avec. Et ça continue. Vous dites que c'est finalement le secret des couples qui durent, c'est d'accepter l'autre tel qu'il est vraiment. C'est ça. En fait, les 2 secrets qui traversent pratiquement toutes les recettes, ces 2 mouvements, c'est d'accepter l'autre tel qu'il est vraiment, de s'accepter soi tel qu'on est vraiment aussi, parce que ça va avec. Ça commence par là. Ça commence par là. Ouais. Et puis, d'être dans le changement permanent, dans l'adaptation permanente. Parce que le vivant, ça c'est pas moi qui le dis, c'est les biologistes, le vivant c'est le changement permanent. Regardez ce qui se passe. Enfin, le vivant est un changement permanent. Alors si on n'accepte pas le changement, c'est compliqué. Mais comment regarder l'autre tel qu'il est vraiment s'il ne se montre pas tel qu'il est vraiment ? Au début, quand on est peut-être dans une phase de séduction, est-ce que franchement on arrive avec sa joie, sa bonne humeur et tel qu'on est vraiment ? C'est une très très bonne question parce qu'effectivement, il faut être 2 pour construire l'illusion. On est tout à fait d'accord. Donc l'autre, si je projette quelque chose sur l'autre qui est forcément une qualité, parce que je ne veux pas projeter quelque chose qui va me gêner, être douloureux ou me décevoir. Donc je vais effectivement projeter une qualité, mais l'autre est évidemment d'accord. Donc c'est précisément le levier de la séduction, que d'entretenir en fait cette illusion. On est bien d'accord. Et c'est pour ça que la chute est rude pour tout le monde et que la séparation est douloureuse pour tout le monde. Dans une séparation, les 2 souffrent. Parce qu'on peut aussi être dans une très grande tristesse d'avoir déçu l'autre. Alors un indice pour aider les gens qui nous écoutent à voir s'ils sont concernés ou pas, c'est la répétition. Je crois que ça c'est un très très bon symptôme. C'est-à-dire que si on est dans la séparation toujours au même endroit, toujours au même moment dans la relation, c'est probablement que ça vient de nous. Ça vient pas de l'autre. Je vous vois sourire. Bah oui, c'est pas facile à accepter. Ah ben non, c'est pas facile à accepter. Bien sûr, c'est pas facile à accepter, mais en revanche, si vous avez envie de répéter la même histoire pendant, je sais pas, 100 fois, surtout ne changez pas. Si en revanche, vous voulez autre chose, ou que ça dure plus longtemps, ou que ça se termine pas de la même façon, la répétition peut être une aide pour repérer
Mais à quel moment on peut repérer, justement, comment est-ce on fait, quel est le truc pour regarder l'autre tel qu'il est vraiment au début ? C'est quoi l'état d'esprit dans lequel il faut être ? On peut prendre des exemples dans la littérature ou dans le cinéma, par exemple dans quelque chose de très très caricatural, parce que ça arrive malheureusement, de quelqu'un, je ne vais pas mettre de genre parce que ça marche dans les deux sens, quelqu'un qui tombe amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui n'est pas libre. Si ça arrive qu'une fois, bon ben voilà, on va dire c'est la vie, c'est le hasard, c'est une très belle histoire, voilà. Si on arrive à un certain âge et qu'on a eu plusieurs fois cette histoire-là de tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui n'est pas libre, là, il y a peut-être quelque chose qui vient de soi. Parce que le hasard est quand même... Enfin, le hasard est très bien fait, mais le hasard de retomber... À chaque fois sur quelqu'un qui n'est pas libre, là, je ne crois pas au hasard. Là, je vais aller regarder. Surtout, a priori, on le sait si la personne est libre ou pas. Oui. Très vite. Oui. Donc voilà, si on reste, c'est qu'il y a une idée. Voilà, donc il y a quelque chose en moi qui va chercher ça. Quoi ? On va aller regarder. Alors, la deuxième recette, c'est faire un grand ménage avant de s'installer. Alors ça, c'est pas pour les allergiques à la poussière, dites-vous. Alors, de quel grand ménage parlez-vous ? Alors, ce grand ménage-là, en fait, c'est d'aller regarder justement ce qui vient de soi. C'est d'aller regarder ce qui vient de nos familles d'origine, de façon à ne pas systématiquement faire porter le chapeau à l'autre de ce qui vient de nous. Parce que, bien évidemment, on a tous des empreintes, alors on en a des positives aussi, mais on a tous des empreintes de nos familles d'origine. J'aime beaucoup cette citation, on n'est pas obligé d'y croire, mais enfin les chamans, les Indiens d'Amérique du Nord disent qu'on est influencé par 7 générations au-dessus de nous. Oui, ça fait beaucoup, et que donc, par définition, par symétrie, on va influencer cette génération en dessous de nous. Alors, faire le travail sur cette génération, c'est très difficile, mais au moins sur la génération d'avant et voire éventuellement sur les grands-parents, on peut aller regarder. Et donc, on a des fidélités, on va dire. Et parfois, ces fidélités sont des empêchements dans le couple, dans le sens qu'on va reprocher à l'autre quelque chose, l'autre il a strictement rien à voir avec cette histoire-là, et cette histoire vient de nous. Donc c'est dans ce sens-là que je dis que la deuxième recette, c'est de faire un petit peu de ménage, et ça va beaucoup aider dans la résolution des conflits, justement. Ouais, comme vous dites, il faut couper les fils invisibles. C'est ça, voilà. Parce que parfois, on a des fils, mais totalement invisibles, et des fidélités totalement invisibles. Puis quand on les regarde, on a vraiment l'impression d'avoir perdu son temps en tout cas sur les histoires d'avant. On voyage pas léger. Moi, je pensais que c'était un rapport avec, par exemple, ça pouvait être les ex, par exemple. Ça fait partie aussi du ménage à faire, bien sûr. Qui finalement, vous avez raison. Vous savez, il y a des gens, ça fait une demi-heure que vous êtes en train de parler, qui parlent déjà de leur ex. Absolument. Alors, oui, vous avez raison, parce que je parlais des familles d'origine, mais en fait, c'est tout ce qui est dans notre passé. Mais les ex, bien sûr. Alors, en particulier, ceux du début. Parce que ça, on ne le dit pas assez. Mais si vous avez des adolescents ou des adolescentes, si vous êtes parents d'adolescents, il faut vraiment faire très très attention au premier amour. Parce que le premier amour, il est très marquant. Il va peut-être marquer toutes les futures histoires d'amour. Donc vous avez raison. Le passé, c'est aussi les ex, absolument. Mais en quoi le premier amour marque les autres histoires ? Par exemple, une jeune fille qui se fait larguer par SMS sur un amour qu'elle a considéré comme étant vraiment l'amour de sa vie. Elle va mettre un peu de temps à s'en remettre et elle va avoir du mal à faire confiance à ceux dont elle va tomber amoureuse plus tard, par exemple. Donc là, vous voyez, la brutalité ou la violence de la première rupture, ça peut marquer quelqu'un longtemps. Bon, on fait comment ? On fait le ménage alors ? Alors on fait le ménage. Il faut se faire accompagner ou Alors, parce que ça fait un peu psychogénéalogie quand même. Ça peut être plus simple que ça. Ça peut être beaucoup plus simple que ça. En fait, c'est reconnaître, puisqu'on est dans le couple. On n'est pas là on n'est pas justement, c'est pas un livre de psy sur les blessures ou autre. On est sur le couple. Donc c'est de repérer. Alors il y a des signaux. Je vais vous les donner les signaux. Par exemple, si je suis dans un gros conflit avec mon conjoint et que mon conjoint trouve ça très injuste. Il dit, mais je comprends pas là ce que tu me dis, je ne comprends pas, j'ai jeté l'eau des fleurs, puisqu'on prenait cet exemple tout à l'heure, et je comprends pas comment ça fait un beans pareil. Là, il y a un signal, parce que
quand l'autre trouve pas ça juste, ou quand l'autre trouve que c'est complètement disproportionné, il y a un signal que peut-être ça le concerne pas lui tout seul. Et que peut-être ça le déborde un peu. Et donc là, c'est regarder ensemble l'humour, on le fait avec humour. Quand on a de l'humour, on le fait. On se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive là ? Ou qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est du ménage. Isabelle Jordan est médiatrice familiale et coach de couple. Elle est venue nous parler de son premier livre qui s'appelle 10 recettes pour éviter de se séparer aux éditions Marabout. On parlait de ce psy passé sous les radars tout à l'heure. Alors tout le monde, en tout cas à l'école, on entend parler de Freud, on entend moins parler de Jung, son élève, et il y en a un qui était aussi dans la bande et qui n'était pas du tout d'accord avec eux. Qui s'appelait Reich, donc celui-là, voilà. Je peux imaginer qu'il soit passé sous les radars. Finalement. Peut-être qu'aussi il n'avait pas le bon nom. Il n'avait pas le bon nom. Et alors après la guerre, il y avait un Écossais qui s'appelait Bowlby. Et Bowlby, en ce moment, il est très à la mode. Alors, c'est pour ça que j'en parle un peu dans le livre. Bowlby, donc, c'est un monsieur qui a travaillé sur les orphelins après la guerre. De tous les âges, mais il a fait une étude particulière sur ce qu'on appelle la théorie de l'attachement. Alors, je ne vais pas la faire ici, parce que c'est trop long, mais la théorie de l'attachement, il a donc observé... Il y a plusieurs attachements. Plusieurs attachements, et comment, en fait, pour résumer, comment se construit la sécurité d'un enfant dans son attachement à... Alors, il ne dit pas la mère, parce que ses enfants n'avaient plus de mère, il dit le caregiver. Alors, il y aurait une tendance aujourd'hui à vouloir... on le voit, on voit des gens qui disent « Dis-moi comment tu as été attaché, donc, comment s'est construit ton attachement, et je vais te dire comment tu vas être aimé. » Alors, il y a des études américaines. Évidemment, il y a de l'argent aux États-Unis pour faire des études sur les couples, et il n'y en a pas beaucoup ailleurs. Ce qui est un peu embêtant, parce que les couples américains, à mon avis, ne sont pas tout à fait les mêmes que les couples européens. Mais en tout cas, il y a des études, et c'est faux. C'est-à-dire que... la corrélation, il n'y a pas de corrélation entre ma capacité à tomber amoureuse, à m'attacher à mon amoureux, à rester avec mon amoureux, à vivre une vie de couple, et la façon dont se sont passées mes 18 années. Voilà, 18 mois. 2 premières années. En revanche, ils ont trouvé une corrélation, donc ça c'est assez intéressant. J'en parle pas dans le livre parce que c'est trop compliqué, mais je vous la livre. Il y a une corrélation avec la sexualité, et il y a une corrélation avec la façon dont on gère ses conflits. Donc c'est pas totalement neutre la façon dont on est sécure ou pas, mais c'est pas aussi l'équation n'est pas ok, t'as un attachement sécure, donc tu vas avoir une vie amoureuse sécure, ça va durer longtemps, tu ne divorceras jamais, etc. Donc intéressant de regarder et intéressant surtout de voir qu'il n'y a pas de déterminisme. Alors autre recette, je ne les donne pas dans l'ordre, c'est ne jamais oublier de faire l'amour. Alors vous dites que finalement les parents d'adolescents font moins l'amour que les autres. Mais pourquoi les parents d'ados font moins l'amour que les autres ? C'est des mécanismes... C'est la première fois que j'entends ça. Ah oui. C'est la première fois que vous l'entendez, mais moi je peux vous dire que je l'ai beaucoup entendu. C'est-à-dire que quand j'ai des couples qui viennent, ça fait partie des difficultés. Alors c'est pas moi qui l'ai découvert évidemment, il y a des études là-dessus, et effectivement, il y a une difficulté symbolique à avoir chez soi des enfants qui sont plus des enfants, et qui sont des adultes qui sont peut-être sexuellement actifs, ou en tout cas qui vont bientôt l'être. Donc on a peur qu'ils entendent, qu'ils découvrent. Il y a plein de choses qui se jouent, je les décris dans le livre, il y a plein de choses qui se jouent, mais ce que je voulais surtout signaler aux parents qui ont des adolescents, c'est, vous inquiétez pas, c'est pas grave, c'est juste parce qu'ils sont adolescents, allez vous faire aider, regardez ce qui se passe chez vous et dans votre chambre, et ça va aller. Quand on est ado, on a du mal à imaginer que ses parents... mais c'est totalement tabou. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est tabou. Mais même plus tard, donc c'est quelque chose qui de toute façon, impensable. On ne parle pas de sexualité avec ses enfants. Enfin, on parle pas de sexualité. On fait de l'éducation sexuelle avec ses enfants, mais on ne parle pas de sa sexualité avec ses enfants. Ça, c'est une grande règle. Et réciproquement, les enfants ne parlent pas avec leurs parents de leur sexualité. Ça fait partie des interdits, de l'inceste et compagnie. Je rappelle que ça existe dans le monde animal, c'est vieux comme le monde. Il y a toujours cette idée que les parents doivent en parler avec leurs enfants. Il y a pas de leur sexualité, la sexualité, mais pas de leur sexualité, surtout pas. Tu sais, les parents copains qui ont dit tout. Il y a eu une période, il y a eu des années où ça se pratiquait, les années 70, 80. Mais de toute façon, les adolescents, ils veulent surtout pas, ils ferment leurs oreilles, ils partent en courant, ils n'ont pas envie d'en entendre parler. Le mariage est un tue-l'amour faux. Oui, faux, bien sûr. Bien sûr, d'ailleurs, on connaît des couples qui sont ensemble depuis 60 ans et qui font toujours l'amour, bien sûr. C'est-à-dire que ça serait
une espèce de croyance qui circulerait que le mariage, ça peut pas durer parce que ça use le désir. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Si, on parle de la routine, vous voyez. Mais la routine, ça peut être très positif. Parce que par ailleurs, vous pouvez dire que la routine, ça donne de la sécurité. Donc pourquoi la routine, ça serait synonyme d'ennui ? Là, vous êtes à contre-courant quand même. Hein. Bah oui, mais je suis à contre-courant. Mais si vous interrogez des couples, c'est ça qu'on observe, c'est que la sexualité est présente très longtemps pour beaucoup de couples. Bah, ceux qui fonctionnent, justement, ceux dont on ne parle pas, ceux dont on n'entend jamais parler. C'est sûr que quand on est au tribunal et qu'on observe des couples qui se séparent ou qui divorcent, effectivement, quand ils parlent de sexualité, c'est pas très marrant. Mais c'est pas tous les couples. Alors quand même, les couples disent que l'arrivée du premier ou du deuxième enfant a changé quelque chose. Ah oui, ça c'est une révolution. L'arrivée du premier enfant, c'est une vraie révolution. Alors, pour des raisons d'abord purement physiques, une grossesse, un accouchement, on va pas faire de dessin en étant radio, mais c'est phénoménalement transformateur. Ouais, pour vous, la grossesse dure 11 mois. Oui. Alors, en fait, mes copines gynéco m'ont dit t'exagères un peu. Oui, c'est un éléphant, là. Oui, ce que je veux dire, c'est que une femme peut avoir besoin de 11 mois. Et que si elle a la chance ou la malchance, j'en sais rien, enfin en tout cas, si pour elle, la grossesse dure 9 mois et 3 jours, tant mieux, elle fait ce qu'elle veut. Hein, et ça existe aussi. Hein, donc, ça veut dire des femmes qui reprennent une activité sexuelle tout de suite après l'accouchement. Pas 3 jours après, il ne faut pas exagérer. Oui, parce que 3 jours après, ça fait quand même... Non, pas 3 jours après. Ouais. Mais 1 mois après, ça existe, bien sûr. Je voulais souligner que, parce que j'entends énormément de plaintes en fait, de femmes qui ont eu l'impression qu'en revanche on leur demandait trop rapidement de redevenir la femme de leur mari. Donc c'est pour ça que j'alerte simplement là-dessus, parce qu'on ne dit pas beaucoup ça, que physiologiquement, attendez juste qu'elle soit prête, quoi. Voilà, en gros c'est ça le message. Alors après, il y a un deuxième élément qui va évidemment tout changer, et c'est qu'on n'est plus deux, on n'est plus deux. Pour le premier enfant, on n'est plus deux, mais on est 3. Donc là, on a déjà quelque chose qui est très très compliqué dans les couples, c'est le triangle. Parce que le triangle, on en parlait tout à l'heure sur les conjoints pas libres, c'est pas facile le triangle, c'est pas facile à vivre. Donc il y a un triangle là qui s'est constitué avec un enfant, puis si c'est le deuxième ou le troisième, c'est encore une autre histoire. Mais ça prend beaucoup de place un enfant. Puis un tout petit bébé, on dort pas, on se lève la nuit, on est angoissé. Il y a des parents qui sont super angoissés. Tout ça, c'est pas. C'est mauvais pour la libido. C'est pas l'ambiance du lâcher prise. Que nécessite la sexualité. Donc, moi, je donne plein de conseils dans le bouquin. C'est absolument réparable. C'est juste une question de temps. Alors, vous avez une recette qui concerne l'argent, que vous appelez régler ses comptes. Alors là, c'est toujours pareil. Là, au début, comment démasquer les radins et les dépensiers? Parce que finalement, si on est soi-même dépensier, que disent les rapports qu'on a avec l'argent et d'où nous viennent-ils? Alors l'argent, c'est un sujet tout aussi important que la sexualité. Et ce que je dis, c'est que la sexualité, parfois, c'est la caisse par laquelle on passe pour régler ses comptes. C'est pas loin l'argent. Hein. Donc, c'est pour ça que je traite évidemment des deux sujets. Alors, pour répondre à votre question, je pense qu'au début, on voit rien. C'est pour ça qu'il faut bien regarder. Je ne suis pas sûre qu'on puisse voir dès le départ. En revanche, là, je crois que quand on a une croyance sur l'argent, des croyances sur l'argent et un mode opératoire par rapport à l'argent, je ne crois pas qu'on puisse en changer. Je ne crois pas. Je crois que c'est très très difficile de changer ses croyances sur l'argent. Parce que autour de l'argent va se jouer la question de la sécurité. J'ai peur de manquer ou j'ai jamais eu peur de manquer. Et cette question de la sécurité, elle est évidemment dans le couple une question fondamentale parce que la sécurité, elle se joue à plein d'autres endroits. Donc, pour répondre à votre question, ce qui est très important, c'est d'observer, peut-être de se dévoiler, mais pas de se dévoiler. Je ne peux pas dire à mon conjoint que je suis radine. Je ne vais jamais oser et puis je vais avoir honte de le dire. Mais en revanche, je peux lui dire, tu sais, en fait, là, tu as vidé le compte commun, alors qu'on est je ne sais plus quel jour on est, le 8 juin, ça me met en panique. Moi, ça me met en panique.
Mais après, ça, on peut le dire, ça. Après, il y a quand même toutes ces questions de savoir si on fait un conjoint, quelle est la part qu'on garde pour soi, qu'on ne garde pas pour soi, combien tu gagnes. Enfin, c'est quand même des questions qui relèvent de... Et que parfois, on n'ose pas traiter. Alors, c'est pareil, on se prend un peu les pieds dans le tapis dans les conflits, parce que on finit par atteindre ses limites. Alors, dans les questions que vous posez, par exemple, conjoint, pas conjoint, qu'est-ce qu'on est d'accord pour mettre ensemble ? Ça, c'est une question on n'aura pas la même réponse d'un couple à l'autre. Donc, on met ensemble, on met tout ensemble, on met rien ensemble, on met un peu ensemble. Donc, première question qui est derrière votre question, qu'est-ce qu'on met ensemble ? Ça, c'est une vraie question. Hein. Oui, c'est une vraie question. Après, il y a la notion de justice et d'injustice qui circule beaucoup dans le couple autour de l'argent. Il faut expliquer ça. Il faut développer. Alors, par exemple, vous avez un homme. Je vais faire exprès de prendre un exemple d'un homme, parce qu'il y en a plein qui font ça, qui s'occupe de tous les repas. Il adore faire la cuisine, il fait les courses, toutes les courses, il planifie les repas et il fait la cuisine. Et puis il est avec une femme qui est plutôt tendance à faire attention à son poids, et puis ça n'intéresse pas, la nourriture, ça n'intéresse pas. Eh bien le temps et le don fait par cet homme, il n'est pas reçu. Au bout d'un moment, il va trouver ça très frustrant. Donc vous voyez, on tourne là sur quelque chose qui n'est pas l'argent. Non, ce que j'allais vous dire, quel rapport avec l'argent ? Alors, quel rapport avec l'argent ? Mais avec l'argent, c'est pareil. C'est-à-dire que, imaginons par exemple que sa femme trouve qu'il dépense trop d'argent chez le bon boucher du coin, là, parce qu'il achète une viande qui coûte 4 fois plus cher que celle qu'il pourrait trouver ailleurs. Là, on va commencer à rejoindre un sujet sur l'argent et sur ce qu'on fait. Comment on va le dépenser ? Et comment on le dépense, ouais. Et ça se termine en général... Bon, écoute, si tu as envie de ça, débrouille-toi toi-même. Fais-le toi. Prenez l'exemple, par exemple, alors, quand on parle de la valeur de l'argent, d'une infirmière, par exemple, qui gagne moins que son mari, mais qui estime que finalement, son métier est plus dur que celui de son mari, donc que son argent vaut plus que le sien. Exactement, ça c'est un exemple que j'ai donné, je l'ai entendu dans un couple. Effectivement, cette femme qui travaillait la nuit, avec 2 enfants, elle estimait que, oui, certes, elle gagnait 3 fois moins que son mari, mais elle trouvait que c'était 3 fois plus difficile que son travail était 3 fois plus difficile que celui de son mari, et que donc ça valait la même chose. Donc on est vraiment dans une évaluation totalement symbolique, et donc cette notion de justice et de justesse, elle est bien dans l'interprétation que je fais sur la valeur de l'argent. Mais qu'est-ce qu'on peut dire des conflits liés à l'argent dans un couple ? Alors d'abord qu'il faut en parler, alors si possible pas au moment du conflit. Justement, il faut essayer d'en parler à des moments plutôt calmes. Le nombre de couples dans lesquels, c'était avant-hier, je crois, si on est mardi, c'était il y a 6 jours, la déclaration d'impôt, combien de couples ont fait ensemble ? Je ne sais pas, mais je pense que le chiffre n'est pas aussi élevé qu'on l'imagine. Ah ouais ? Vous pensez qu'il y en a un des deux qui s'en occupe pour l'ensemble du couple ? Je suis bois d'or. Il y a des femmes qui ne savent pas combien gagne leur mari. Il y a des maris qui ne savent pas combien gagne leur femme. Ah oui, j'entends ça, moi. Alors ça, on l'entend beaucoup au moment des séparations, parce qu'au moment des séparations, il y a tout le fantasme de... Ah oui, ça reste un tabou, en fait. Je pense que c'est plus un tabou que la sexualité. Dans le couple aujourd'hui. On parle plus facilement de sexualité que d'argent. Ah, c'est intéressant. La suite est dans votre livre, c'est passionnant. Hein. Alors on a vu que c'était pas conventionnel, 10 recettes pour éviter de se séparer, tous les ingrédients secrets d'une relation épanouie. Isabelle Jordan, votre livre paraît chez Marabout. Vous réécouterez l'émission. Qu'est-ce que j'ai dit ? Non, rien, je vous fais faire des signes à l'agent Fofo. Non, j'ai rien dit, j'ai de mal. Non, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous regarderez cette émission sur YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je vous rends votre vélo. Merci de vos questions. Bon, vous venez quand vous voulez et vous passez une très belle journée santé sur Beurre FM.